La session annuelle consacrée à l'action sociale locale s'est tenue à la salle François Mitterrand ce 30 novembre dernier. Acteurs et usagers se sont retrouvés là pour l'information et les projets au service d'une solidarité sociale qui doit évidemment être organisée en commun. Madame Rény, bonjour. Nous sommes jeudi 30 novembre. Et, voilà, nous sommes au centre François Mitterrand, à l'auditorium François Mitterrand de Bergerac, pour des assises, donc, on va dire, sociales. Vous êtes la présidente du CCAS de Bergerac, je crois. Oui, qui est le Centre communal d'action sociale de Bergerac. Je suis vice-présidente, puisque c'est monsieur le maire qui est le président, titre. Par statut, je suppose, enfin. Bien sûr. Voilà, c'est ça. De quoi s'occupe votre centre? Le centre, comme son nom l'indique, le Centre communal d'action sociale s'occupe beaucoup et en priorité des personnes en difficulté, avec des aides diverses et variées, je ne vais pas vous les lister, également des RPA, des 3 RPA, résidences personnes âgées de Bergerac. Donc il y en a 3, avec 3 directrices et beaucoup de résidents. D'accord, excusez-moi, vous êtes un cadre administratif pas du tout élu. Je suis une élue. Vous êtes une élue, on a oublié de le présenter. C'est très important. Oui, c'est très important. C'est toujours une élue ou un élu. Enfin, cette fois, c'est une élue, adjointe aux affaires sociales. Donc vous êtes la responsable politique de cette action sociale, en fait. D'accord. Absolument. Le directeur est Jean-François Durand, que vous devez connaître. Oui. Okay. Qui est d'ici et qui a été un élément très très important dans l'organisation de ces assises. Oui. D'accord. Alors nous en sommes aux 3e assises, on va peut-être pas troisième édition, on va peut-être pas remonter jusqu'à la première, mais vous m'avez rappelé le sujet de l'an dernier, c'était la santé, un sujet très général. Voilà. On va peut-être pas non plus rappeler le détail de ce qui s'est passé l'an dernier, mais cette année donc vous venez de m'expliquer. Pardon, je voulais simplement vous dire que l'année dernière, effectivement, ces assises ont eu lieu, et ici aussi, mais sur le thème de la santé, et ont abouti, parce que le but de ces assises, c'est de mettre en relation des personnes, par rapport au thème, évidemment, de mettre en relation toutes les personnes qui sont sur le thème, qui travaillent sur le thème, et par la suite de créer, une toile d'araignée autour de tous ces acteurs pour faire en sorte... Un filet de soutien, on va dire. Voilà, de façon à ce qu'il y ait un lien entre eux et créer une mutualisation de tous ces acteurs pour arriver à un résultat concret. Ce résultat concret, c'est, en ce qui concerne donc les assises de l'année dernière, c'est la création d'un contrat local de santé sur la ville de Bergerac. Donc ça, c'est le résultat concret des assises de l'année dernière sur la santé. Cette année, puisque nous parlons de cette année maintenant... Excusez-moi, un contrat signé entre qui et qui ou quoi et quoi? Tous les acteurs de la santé, que ce soit aussi les centres sociaux, la MAT, la maison d'accueil temporaire, les médecins, enfin tout ce qui touche l'hôpital, les cliniques, toutes les personnes qui interviennent au niveau de la santé, pour essayer de faire un lien, surtout par rapport aux personnes en difficulté, puisqu'on parle toujours de solidarité, et surtout leur apprendre ce que c'est que la prévention sur par rapport à la santé morale, physique, le care, comme vous avez dû entendre parler, le prendre soin de soi. Est-ce qu'on peut parler de synergie de service, au fond, c'est ça synergie, de tous les acteurs. Et c'est un peu le principe de cette année, c'est aussi le principe de cette année, puisque le thème n'est pas le même, mais le principe est bien de mettre en action tous les intervenants. D'accord.
D'accord. Très bien. Puisque vous avez parlé de l'accueil temporaire, il se trouve que Canal Pop avait fait un petit sujet là-dessus au moment où la mairie, je crois, avait fermé l'accueil de jour, me semble-t-il, non? Oui, tout ça a été réglé par Monsieur le maire. Oui. Dans un souci de faire en sorte que la maison d'accueil de jour soit vraiment un accueil temporaire. C'est-à-dire que les gens ne passent par cette maison d'accueil. Oui, justement, sont accueillis, sont hébergés une nuit, c'est pas une résidence. Journée, mais ce n'est pas une résidence. Voilà, c'était le problème qu'il y avait à l'époque, qui a été résolu pour le moment. Espérons que ça va marcher comme ça et continuer comme ça. Mais nous avons des intervenants dans la maison d'accueil qui sont parfaitement compétents et très à l'écoute et connaissent très bien leur travail. D'accord. Alors on passe maintenant au sujet du jour. Vous m'avez dit l'articulation entre le lien social et particulièrement intergénérationnel, comme on dit, entre les jeunes et les vieux, quoi. Et puis le renouvellement urbain ou l'articulation de ce lien social avec, si possible, ma foi, une pensée préventive aussi concernant le bâtiment, concernant l'aménagement urbain divers. Alors vous pouvez nous préciser ça un petit peu? Alors, vous dire que ces deux thèmes, effectivement, sont extrêmement liés, puisque, donc, vous l'avez dit, il y a le lien social d'un côté intergénérationnel et le renouvellement urbain. Par rapport à tout ce qui avait été décidé au niveau gouvernemental à une époque, il y a quelques années, il existe une loi comment dire, c'est une agence qui s'appelle l'ANRU. Alors c'est un terme barbare, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui donc est en lien avec les collectivités pour rebâtir des logements par rapport à certains quartiers dits un peu plus difficiles et où les gens étaient effectivement très très mal logés. Donc intervention de d'ailleurs toutes les collectivités, qu'elles soient que ce soit la région, que ce soit même le Conseil général intervient, les bailleurs sociaux style Horizon Habitat, Périgordia Habitat, etc. Qui ont tous dans l'idée de reconstruire des logements, outre le fait que ce sont des logements durables avec des normes écologiques. Mais le développement durable, c'est au-delà de ça, c'est aussi le lien. Il y a aussi un volet social dans le développement durable, comme vous le savez. Et donc l'idée est là, c'est en parlant du renouvellement urbain, on parle également du bien-être d'une population et on va vers la mixité sociale. D'accord. Et le lien intergénérationnel, c'est au-delà de la mixité sociale, ordinaire, qu'on pourrait imaginer, oui, voilà, ça va au-delà, et le lien intergénérationnel est très important. Alors, puisque chaque génération est impliquée. Je disais ce matin dans mon discours d'ouverture que chacun et chacune doit se sentir concerné à la fois par le renouvellement urbain, mais aussi par la cohésion sociale. Et comme on dit vulgairement, de 7 à 77 ans et même au-delà, on doit pouvoir échanger des choses, qu'on soit d'une culture, d'une origine, d'un sexe différent, on doit avoir des choses à se dire et à s'apporter l'un l'autre. Oui, je pense que personne n'est pour les ghettos, personne n'est pour les camps de concentration, etc. Alors, juste une question qui est peut-être comme ça très naïve, mais comment s'assure-t-on de cette mixité sociale? Parce que moi, vous faites un boulot politique que tout le monde admire, c'est-à-dire vous faites un lien très difficile à faire entre, disons, comme on dit, les décideurs et puis les usagers ou quelque chose comme ça, enfin, les gens comme vous et moi du peuple et puis ceux qui mettent à notre disposition différents services, grâce à nos impôts d'ailleurs, mais enfin bon, et encore faut-il articuler tout ça. Comment ça se passe la mixité? Vous avez des dossiers puis vous dites tiens, celui-là il gagne je sais pas 10 000 euros par an, celui-là il en gagne 50 000, ou celui-là il a 17 ans, celui-là il a 77 ans. Comment ça?
Ah, c'est pas aussi simple que ça. Non, enfin, ça se fait pas sur dossier. Justement, vous parliez d'un grand projet. Effectivement, c'est un grand projet. C'est surtout une question d'état d'esprit, je dirais, et de volonté politique, comme vous le disiez. Et ça ne se fera pas demain. C'est pas du tout du jour au lendemain que ça peut se faire. Et la mixité sociale, c'est un travail qui devrait durer, pour moi, qui doit durer toute une vie, finalement. Parce que philosophiquement, on peut s'imaginer que avant d'avoir fait prendre conscience aux individus. C'est très citoyen finalement comme intervention, et justement l'intervention des collectivités, jusqu'où elles peuvent aller, c'est ce côté philosophique là qu'on voudrait essayer de voir ensemble, notamment cet après-midi par rapport au logement, puisque c'est cet après-midi. On se disait que jusqu'où on peut aller par rapport à l'atteinte de la liberté individuelle de chaque personne, c'est-à-dire essayer de forcer une mixité sociale, c'est impossible. Donc il faut déjà faire prendre conscience aux gens que ça peut marcher, que si on met en présence des générations différentes dans éventuellement des logements nouveaux, par exemple, ça peut marcher. Ça peut marcher entre des grands-parents ou des gens qui ont l'âge d'être grands-parents et des jeunes enfants, même si a priori on se dit ça va poser un problème parce que les uns vont être dérangés par les cris des autres ou l'inverse. Mais vous ne maîtrisez pas tout forcément. Et on ne peut pas tout maîtriser. Et puis on ne peut pas obliger les gens. Mais nous, le but des assises, c'est surtout de faire prendre conscience que ça existe, que c'est possible, mais qu'il va falloir y travailler et ensemble. D'accord. Alors justement, c'est possible parce que je suppose que vous vous basez sur des réussites, est un grand mot peut-être, mais enfin des changements, des effets réels de ces bonnes intentions. Il y a eu des effets réels au niveau de certaines constructions de logements, de certaines constructions nouvelles. Vous savez qu'ici à Nayac, par exemple, il y a eu l'abattage, on dira, la destruction de certains immeubles et d'autres ont été reconstruits. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'expliquer aux gens qu'il faut changer de quartier. Ça, ils n'en ont vraiment pas envie jusque-là. Et ils ont vraiment envie de rester dans leur culture. Et notre rôle, c'est essayer justement, et ce que je viens de vous dire, par rapport à une sensibilisation et par rapport à l'état d'esprit des personnes. C'est très très difficile. Je vous avoue que c'est un chantier énorme. Non, mais on voit qui bien nous fait que Nayac, presque par exemple, un peu peur, mais... Alors justement, une question, puis on va vous laisser aussi déjeuner tout de même, mais est-ce que les gens, vous avez dit, les gens, ils sont pas d'accord pour changer de quartier. Pas forcément. Certains, oui, puisque excusez-moi, mais comment vous le savez? Vous organisez des réunions avec les... Ah, mais ça a été fait bien en amont. Les réunions ont été faites bien en amont, avec justement les bailleurs sociaux qui sont Périgordia Habitat. Ça marche, ça marche. Il y a eu énormément de rencontres, mais bien avant que les logements... on avait l'intention, il était dans les projets de faire démolir ces appartements, mais on ne peut pas dire aux gens du jour au lendemain, voilà, demain vous allez habiter là. Non, ça c'est pas possible. Donc vous avez l'impression jusqu'ici que les gens sont pour quelque chose dans ces nouvelles constructions, dans ces destructions. Les gens on ne peut pas ont eu leur mot à dire. Ben évidemment, et on ne peut pas travailler sans les individus. Non, on ne peut pas travailler sans ça. Nous, élus, je parle en tant qu'élus, dans une municipalité, on ne peut pas travailler sans ni évoquer quelque sujet que ce soit sans consensus avec les habitants. Ça s'appelle la démocratie, ça. Pour moi, enfin, à mes yeux, et je pense dans toute l'équipe municipale, on part de ce postulat. On part de ce postulat qu'il faut déjà demander aux personnes
concernés, la plupart le sont, et dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine par rapport à l'école, on voit avec les parents d'élèves, c'est à ça que servent les conseils d'école, avec les élus et avec comment améliorer votre confort, comment, voilà, et c'est identique dans tous les domaines. D'accord. Et donc des deux côtés, hein, aussi bien du côté des effets réels, enfin bâtiments urbains, etc., et du côté consentement démocratique, disons, vous pensez que ça va pas trop mal de ce côté-là. Enfin, vous avez vu à Bergerac des changements plutôt positifs. Vous dire, voilà, on essaie de le faire en notre âme et conscience. Il y a un compte rendu de ces choses. Enfin, je vais vous publier des choses qui puissent, voilà. Je pense que vous pouvez, si vous lisez le journal municipal, vous avez quelques idées au fur et à mesure des actions, de ce qui se passe. Vous avez l'idée. Les habitants, nous sommes à l'écoute des habitants un maximum. Alors, au niveau des affaires sociales, c'est-à-dire le sujet qui me concerne, au CCAS, on part du principe que nous ne faisons pas d'assistanat, nous donnons de l'aide. Ce n'est pas non plus de la charité, c'est de la solidarité et beaucoup de conseils. Quand on a créé, par exemple, l'épicerie sociale, vous avez dû en entendre parler. L'épicerie sociale, c'est une aide qu'on apporte malheureusement parce qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté, même des travailleurs, des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Donc la priorité, c'est ça, c'est nourrir. Mais il y a une participation des personnes qui est extrêmement minime, qui est calculée sur un reste à vivre, enfin, je ne vous donne pas le calcul en détail, par rapport à la composition de la famille, etc. Et ça, c'est quelque chose qui enfin, malheureusement, je dirais, ça marche trop bien parce que ça prouve effectivement qu'il y a énormément de gens en difficulté, ne serait-ce que pour manger, déjà, c'est ce qui est la première des choses. Et voilà, mais là, on avait vu au niveau du CCS, pour cette création, comment on pouvait faire, et on savait déjà qu'on allait toucher énormément de monde, parce qu'il y avait une demande, quoi, en fait, dans l'accueil qui se fait au CCAS, la demande était latente. Des gens qui venaient demander une aide pour, voilà. Donc, mais on veut leur expliquer aussi, et ça c'est le but de l'éducation, on dira. C'est aussi créer un atelier de cuisine, par exemple, à l'épicerie sociale, c'est en cours, pour expliquer aux gens qu'il vaut quelquefois mieux faire... Voilà, c'est exactement ça. Voilà, nous, c'est notre état d'esprit au centre. Bon, Madame Rény, je vous remercie beaucoup. Vous vouliez ajouter des trucs ou bien non, ça vous va? Écoutez, on espère qu'on va aboutir aujourd'hui, par rapport à ces troisièmes assises, on va aboutir à une action concrète, comme on a fait, comme ça s'est passé l'année dernière par rapport au contrat. Ce sont des assises annuelles. Hein, voilà, c'est annuel, et tous les ans on essaie de trouver un thème qui touche un peu tout le monde, et on voudrait même qu'il y ait beaucoup plus de participants, parce que là ce sont beaucoup des acteurs sociaux, voilà, des acteurs dans le domaine social qui sont venus témoigner. À partir de là et de toutes ces expériences, on doit pouvoir, ce que je vous disais au début, créer enfin je ne sais plus comment vous l'appelez vous, moi je dis une toile d'araignée parce que je trouve que c'est très imagé. Je trouve que c'est un peu moins... Voilà, une toile d'araignée pour tisser... c'est fait pour bouffer quelque chose. Non, la toile, non, l'araignée oui, mais pas la toile. La toile, elle se tisse. Et tisser des liens, c'est aussi... C'est fait pour attraper quelque chose. Tisser des liens, voilà. Piéger personne, j'espère. Moi je le vois autrement. Et oui, alors du coup, il y a guerre d'usagers au sens... commun de ce terme. Il y en a, il y en a, mais on aimerait qu'il y en ait plus. Il faudrait qu'il y en ait c'est ouvert à tous. Bien sûr, bien sûr. C'est entrée libre, gratuite. C'est gratuit. Ouverte à tous. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et tout le monde a son mot à dire. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric, qui a préparé activement cette journée. Ça te va, les questions? Tu voulais qu'on ajoute quelque chose ou... Il est derrière la caméra, c'est pour ça que je parle là-bas. Disons, comment peut-on voir la différence, je dirais pas entre les deux premières assises, mais la première assise et maintenant? Est-ce qu'il y a une évolution Alors ça, c'est une très, très difficile question que vous me posez.
puisque la différence entre les deux, il n'y a pas de différence, puisque la différence c'est le thème. Le but il est toujours le même. Le but il est de créer des liens entre, puisque ça s'appelle les assises de la solidarité, donc c'est créer des liens. Alors par quel biais et avec quel thème? Mais c'est simplement l'angle d'attaque. Voilà, c'est le thème qui est différent, mais le but lui-même, il est le même. Il est d'essayer de fédérer des acteurs de la solidarité pour aboutir à quelque chose de concret pour le citoyen de Bergerac. Voilà. Ça va? Tu es content, chef? Ça vous convient? Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Vonnet, salut. On se connaît un peu, paraît-il, parce qu'on s'est rencontrés à une autre occasion. Mais vous êtes ici donc aux assises des centres sociaux de la Dordogne, on va dire, parce que vous êtes un gériatre de 20 ans d'expérience, que vous connaissez bien la situation sur le coin. Les gens peuvent rentrer, hein. Il y a des gens qui sont... Je vous en prie. Faites comme chez vous. Et donc, on va essayer de faire avec vous un petit point. On vient de parler avec Madame Rény, la vice-présidente du CCAS de Bergerac, sur la situation locale, le lien intergénérationnel et la rénovation urbaine. Avec vous, on va peut-être se caler sur, ma foi, la situation des vieux que nous sommes, enfin que je suis en tout cas. On disait tout à l'heure, la Dordogne est réputé être un département de personnes âgées. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai, plus de 25% de la population a plus de 60 ans, 65 ans. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un vieux. Hein. Oui, tout est là. Hein. Est-ce que on a tendance à dire que les seniors dans le monde de l'entreprise, c'est 45 ans. Donc vous voyez, les vieux, ils peuvent être très jeunes quelquefois. Ou est-ce qu'un vieux, c'est l'institutrice centenaire que j'ai vue hier à la maison de retraite, qui est encore en capacité de faire une dictée à un groupe d'élèves de l'école primaire. Donc vieux, ça veut pas dire grand-chose et ça veut à la fois dire beaucoup. Après, c'est plus... on le définit par rapport au secteur d'activité, au secteur de la production. Donc on est vieux à partir du moment où on est à la retraite. Donc certes, c'est presque un tiers de la population, mais ce tiers, il est quand même très différent. Il y a des personnes en grande difficulté, dans la dépendance, dans la perte d'autonomie, avec des problèmes de santé, au secteur sanitaire de s'en occuper, mais pas uniquement, parce qu'on est encore une personne, donc il faut aussi le voir au niveau social. Et puis il y a aussi toute cette masse, je vais bien dire masse de population qui arrive à l'âge de la retraite et qui a besoin de retrouver une autre vie. En dehors du secteur productif classique, employeur, salarié, même lorsqu'on est fonctionnaire. Et je crois que ça peut être toute la force d'un territoire d'arriver à mobiliser toutes ces populations autour d'un projet de territoire. Hein, je crois que c'est important. Alors c'est ce qu'on peut voir autour des centres sociaux. D'arriver à fédérer différentes catégories sociales autour d'un projet de territoire avec les élus, les municipalités. Et pour la vieillesse, je pense que c'est à la fois bien de tous vieillir, mais on ne sait pas trop comment faire, en fait, pour s'en sortir. D'accord. Alors justement, une toute petite question technique, entre guillemets, pour commencer. Gériatrie, c'est comme pédiatrie, c'est-à-dire il y a une médecine spécialisée chez les enfants ou chez les personnes âgées? Oui, il y a une médecine spécialisée. D'ailleurs, régulièrement, on repousse l'âge d'intervention de la gériatrie. Donc, c'est l'état de santé des personnes âgées. Alors, au début, c'était 60-65 ans. Classiquement, en ce moment, c'est plutôt 75-80 ans. Et on se rend compte qu'on est en train d'aller vers les plus de 85 ans, où on a des problématiques de santé un petit peu particulières, avec surtout la santé en lien avec l'environnement socio-psychologique, et c'est là qu'intervient la gériatrie, c'est faire le lien entre les problèmes de santé, leurs répercussions psychologiques, l'adaptation dans un environnement et arriver à... Excusez-moi, mais l'adaptation socio-psychologique, c'est un peu le cas de tout le monde, quel que soit notre âge. Je veux dire, notre santé dépend beaucoup de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité c'est pas le mot maladie qu'il faudrait dire, mais enfin du mal-être vieux, enfin... Il y a une spécificité parce que lorsqu'on est malade et qu'on est jeune, on souhaite aller vers la guérison et on souhaite, si on a la chance d'être dans le secteur de l'emploi, on est en arrêt maladie et on se dit il faut que je guérisse pour réintégrer le monde du travail qui est mon existence sociale. Lorsqu'on est sorti du milieu productif, toute la société s'organise au niveau du milieu productif,
on est malade, on est en perte d'autonomie, on a davantage tendance à vouloir dire mais finalement je ne sers plus à rien, et si j'allais vers la mort? Donc c'est un petit peu ça, il faut arriver à la fois à faire l'analyse, le bilan. Toute vie mérite d'être vécue, redonner de la dignité à ces catégories, même si on ne faut pas les découper en tranches, à ces catégories de la société où elles auraient tendance à se dire bon, finalement je ne vaux plus, j'ai plus de raison de vivre, donc retrouver de la dignité, organiser la société, parce que c'est une ressource dans un département comme la Dordogne ou dans une région comme le Limousin, qui est la région la plus vieille d'Europe, on arrive à dégager des économies autour de l'accompagnement, de la santé et de la perte d'autonomie du sujet âgé. Donc c'est intéressant pour tout le monde finalement, à la fois pour ceux qui sont concernés par la perte d'autonomie et les problèmes de santé, mais également par tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont en recherche d'un avenir. Et le secteur de l'accompagnement social et médico-social est le secteur qui va embaucher le plus dans les 10 années qui vont arriver. Donc, à la limite, au jour où on est en train d'éteindre un fourneau de la sidérurgie, il faut peut-être allumer le fourneau de l'aide à domicile. D'accord. J'ai bien entendu, vous avez dit que nous étions la région la plus vieille d'Europe? Alors le Limousin, avec ses 3 départements, Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, on n'est pas très loin du Limousin en Dordogne, donc on n'est pas la région, parce que la Dordogne c'est en Aquitaine, avec surtout la côte atlantique, Bordeaux et les Pyrénées-Atlantiques qui sont plus jeunes, mais on n'est quand même pas très loin donc l'Europe ressemblera dans 20 ans à la région Limousin. Donc la région Limousin en fait une force, je pense qu'on peut s'appuyer sur cette expérience en Dordogne. D'accord, bon, voilà un cadre à peu près posé. Est-ce qu'on peut revenir à la situation locale? C'est le Conseil général qui s'occupe de ces choses-là, je veux dire, du point de vue étatique et financier. La politique gérontologique doit être coordonnée par le Conseil général, mais beaucoup de règles sont établies par l'État, ne serait-ce que l'agence régionale, et par l'État, par l'intermédiaire des agences régionales, ARS, qui s'occupent, qui se sont emparées du médico-social. Après, les règles sont établies. Chaque département, bien évidemment, peut lui donner sa touche locale et ce qui a l'intérêt de coller au territoire, au terrain. Mais il faut aller au-delà. Je crois qu'à notre époque, il faut faire le lien entre la mondialisation d'un côté, on ne va pas parler de mondialisation pour la gérontologie, mais et la réponse de proximité. Parce qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est d'organiser la réponse le plus en proximité possible. Et même au niveau d'un département, quelquefois on est en difficulté, mais en tout cas, pour l'instant, les départements sont plus à même de coordonner une réponse en proximité en s'appuyant sur les communes qui existent encore et qui connaissent bien les territoires également. Alors justement, vous êtes the right man pour ça, parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas seulement, vous occupiez pas seulement de la maison de retraite de Périgueux, mais que vous essayez justement, par tous les moyens, et votre présence ici en dit quelque chose, de généraliser cette synergie de services, enfin d'essayer d'adapter les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce boulot éminemment politique là, que vous faites? Ce que je fais personnellement, je suis investi dans différentes missions, en particulier associatives, puisque je suis président de l'association Cassiopéa, qui s'occupe... Attendez, pardon. Pourquoi ce mot Cassiopée, ce nom? Pourquoi Cassiopéa? Conseil, assistance, service, solidarité, information, orientation pour les personnes âgées et handicapées. Mais Cassiopéa, c'est une constellation. Oui, c'est ça. Et puis si vous regardez justement la mythologie, ou plutôt la constellation Cassiopéa, vous regarderez comment elle s'écrit dans le ciel, et puis vous regarderez la première lettre de mon nom, et vous y verrez éventuellement un signifiant. Mais c'est aussi le travail. D'accord. Donc on peut y voir, mais ce qui est important, c'est la symbolique que l'on peut donner aux choses pour faire avancer. Donc Cassiopéa, l'objectif, c'est de mettre en œuvre justement une multitude de réponses pour les personnes âgées ou en situation de handicap sur un territoire. Donc la première réponse depuis 25 ans, c'était la téléassistance, sachant que les personnes isolées à leur domicile peuvent avoir besoin d'aide pour pallier cet isolement en appuyant sur un médaillon. Quelqu'un peut entendre, mais cette personne ne va pas se déplacer puisqu'elle est dans un central opération à Périgueux. Donc on va s'appuyer sur des bénévoles que l'on va appeler des aidants,
qui peuvent être les membres de la famille bien sûr, mais quelquefois ça peut être un voisin, ça peut être l'adjoint au maire dans des communes rurales dans lesquelles il reste plus grand monde, ça peut être des services d'aide à domicile. Donc la réponse sur le terrain, elle va être faite par des acteurs de proximité, la plupart du temps bénévoles, qu'il faudra coordonner. C'est notre façon de voir les choses. Donc on réunit, on mutualise, on va sur le terrain pour essayer de faire en sorte que les personnes se connaissent, que les personnes qui ont le plus besoin d'aide connaissent les services, que les personnes qui organisent les services connaissent les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera sur des territoires à notre époque pouvoir continuer à exister et à vivre. D'accord. Effectivement, tout le monde le connaît, ce système d'alerte là. Donc ça suppose simplement un standard avec des outils électroniques, je sais pas, enfin mécaniques qui renvoient le signal, quoi. Alors c'est plus qu'un standard, puisque vraiment nous avons travaillé avec le Conseil général depuis 25 ans et nous en sommes à notre 3e délégation de service public, ce qui montre que sur un territoire on nous fait confiance et que ça marche. Parce que c'est pas uniquement un standard, c'est-à-dire que les personnes qui répondent au téléphone savent à qui elles ont affaire. Il y a toute l'histoire on s'appuie sur les techniques, les nouvelles technologies pour connaître les personnes, mais avant toute chose, avant de répondre à un standard, il y a une personne qui s'est déplacée chez la personne vulnérable, qui a identifié ses difficultés, qui a fait un diagnostic, une analyse des différents risques, qui du coup va lui remettre un diagnostic de risque dans lequel on va pouvoir faire intervenir l'association d'aide à domicile, le médecin, la famille, parce qu'il y a un tapis, parce qu'il manque une ampoule, d'autres choses. Et ensuite, la personne qui va répondre au téléphone, elle va connaître un petit peu, elle aura le dossier, elle va savoir s'exprimer auprès de personnes âgées, elle va analyser la demande, parce qu'il y a l'urgence, la demande vitale, mais il y a aussi la demande qu'on va appeler de bien-être, mais le bien-être c'est bien ce qui fait le sel de la vie, c'est pas uniquement de manger sur les besoins vitaux, il y a les besoins de réalisation ensuite, et donc elle va analyser cette demande pour y répondre après, et ensuite il y a les appels entrants, c'est-à-dire régulièrement les personnes les plus isolées. Nous prenons contact avec elles pour savoir comment elles vont. Et puis M. Chagnon en parlait tout à l'heure. Au minimum, on leur souhaite leur anniversaire et quelquefois on est les seuls à leur souhaiter leur anniversaire lorsqu'ils ont 100 ans et qu'ils ont perdu quelquefois jusqu'à leur enfant. Oui, bien sûr. On vous a interrompu dans votre déjeuner, on est désolé, mais un petit truc un peu général aussi, puis peut-être après on terminera rapidement, mais est-ce que le maintien à domicile est toujours le pilier principal, enfin votre objectif principal de bien-être justement? Comment envisager le maintien à domicile? Alors déjà, ça c'est du politiquement correct, mais ça montre aussi que derrière il y a toute une façon différente de voir les choses. On parle du soutien à domicile. Parce qu'effectivement, on ne maintient pas, coûte que coûte, les gens à leur domicile. Donc déjà, on s'empare de leur projet de vie. Si les personnes, ce qui est le cas de 95% des gens, veulent rester à leur domicile, il faut essayer de voir ce qui est possible, organisable. Et on sait très bien que ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation à domicile, jusqu'à l'HAD, à condition qu'on soit sur un territoire dans lequel une HAD intervient. Ensuite, des services peuvent intervenir, des services d'accompagnement, d'aide pour les personnes qui sont les plus dépendantes, des services sanitaires, mais des soutiens. Mais à un moment, les personnes peuvent avoir besoin d'aide et d'assistance 24 heures sur 24. Les seules personnes pouvant le faire, ce sont des professionnels. À ce moment-là, la facture augmente. Si on doit avoir besoin de 5 personnes pour couvrir 24 heures sur 24, vous imaginez en professionnel ce que ça peut coûter. Et si les professionnels ne peuvent pas intervenir pour des histoires financières, ça va être les aidants familiaux. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, la charge va augmenter sur ces aidants familiaux. Il peut y avoir des situations de rupture qui peuvent aller jusqu'à des situations de maltraitance. Donc à un moment, même si le projet de vie d'une personne, c'est de rester à son domicile, ça peut ne plus être viable. Et de la même manière qu'un médecin va vous dire, là maintenant, il faut aller à l'hôpital. Alors, vous avez toujours le libre arbitre de dire non. Donc là, c'est pareil. À un moment ou à un autre, il faut que les prescripteurs disent, là, ça va plus être possible. Je vous propose d'eux, je vous conseille d'eux. La plus grosse difficulté maintenant, c'est que des personnes peuvent être en mesure de refuser d'aller en établissement. Et que finalement, la pression de l'environnement, et surtout la pression familiale, fait que finalement ils acceptent. Et ça, c'est un travail qu'il faudra faire dans les années futures. Permettre à des gens qui souhaiteraient ne pas bénéficier de soutien aussi important à domicile, de leur permettre de mourir chez elles à partir du moment où elles l'ont décidé. Mais là, c'est très difficile et ça rejoint des discussions éthiques qu'on peut avoir. Oui, on mesure l'ampleur des problématiques et puis aussi l'intérêt de cette affaire.
Oui, j'aurais environ 40 000 questions à vous poser, mais pour terminer, est-ce que dans votre boulot, vous avez 20 ans quand même, c'est une période comme ça, vous avez pu voir des changements, je sais pas. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'injustice évitable? Est-ce que vous avez eu le sentiment que la mort prenait vraiment les gens de trop près, trop vite, ou je sais pas quoi, et qu'on aurait pu éviter ça dans toute cette affaire? Sentiment d'injustice, je pense qu'il existe un petit peu partout et dans tous les secteurs. Dans mon métier qui est en lien direct avec la vie et la mort, c'est sûr que toute mort prématurée pourra me paraître injuste, quel que soit l'âge. Et j'ai vu des personnes âgées, voire très âgées, qui avaient une mort prématurée. Et c'était injuste, alors que beaucoup d'opérateurs professionnels pensaient que de toute façon, à partir du moment où ils avaient atteint un certain âge, il n'y avait plus de questions à se poser, la mort était la seule issue. Donc là, c'est le seul sentiment d'injustice, c'est qu'à un moment ou un autre, on n'a pas suffisamment la possibilité de s'arrêter et d'avoir une discussion éthique associant la personne, en premier lieu, son entourage, qui est bien évidemment un fort conseil, et les professionnels impliqués pour dire qu'est-ce qu'on fait. Les décisions sont pour l'instant arbitraires, souvent en lien avec les hôpitaux qui sont saturés, le financement des hôpitaux, le financement des maisons de retraite. Et donc ce ne sont pas des décisions humaines qui s'appuient sur une réflexion, mais ce sont des décisions arbitraires qui s'appuient sur le système économique comptable. Donc là il peut y avoir injustice. Merci beaucoup. Allez, on va s'arrêter là, bien qu'on aurait pu continuer longtemps. Frédéric, ça te va? C'est bon? C'est un très bon prénom d'ailleurs, je vous le recommande fortement. Il est bon pour les noms, merci. Monsieur Christophe Gubala, vous vous occupez de la rénovation, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites tous les jours. Alors, ma profession est architecte et urbaniste, donc j'interviens en tant que gérant associé d'une structure qui est une agence d'architecture, Archistudio, et donc sur le site de la ville de Bergerac, nous intervenons dans différents quartiers de la ville sur des opérations qui s'inscrivent dans le cadre du renouvellement urbain. Donc, il s'agit de petits beaux plans, il s'agit de Nayac, deux quartiers donc, dans lesquels nous travaillons sur les projets, à la fois pour la ville, les différents bailleurs sociaux, pour créer des espaces publics, mais aussi pour réaliser des logements. Il faut se tenir au courant régulièrement des normes et aussi des intentions et des vœux de chacun. Oui, alors là vous abordez vraiment le caractère le plus technique de ce que peut être notre profession, disant que notre métier nous amène et nous impose de connaître les règles, les normes constructives, les règles d'aménagement. Le plus important dans ce type d'opération, mais c'est aussi important pour n'importe quelle opération banale dans n'importe quel lieu de la ville ou de la campagne, c'est le volet humain et culturel et éthique de l'opération d'aménagement ou d'architecture. Ce sont des opérations qui sont là pour être au service de la population, des gens, et on doit répondre à des attentes humaines en les traduisant évidemment à travers des objets techniques que sont les constructions, les bâtiments, mais avant tout c'est une démarche qui est au service de la population. Est-ce qu'il y a des concours, comme il y a des concours d'ingénieurs à la Silicon Valley pour les architectes en France? Alors, ça dépend ce que vous voulez dire par le sens du mot concours. Il y a en France, en Europe, des concours d'architecture qui en fait servent à proposer des projets à des clients, à des maîtres d'œuvre, à des opérateurs, qui ensuite seront choisis. On choisit en général le meilleur projet parmi 3 ou 4 projets présentés dans le cadre d'un concours d'architecture et d'urbanisme. Après, en termes de, si vous voulez parler de la formation de la profession de l'architecte ou de l'urbaniste, ce sont des formations qui, comme la plupart des formations, font l'objet d'études dans les grandes écoles ou à l'université et qui permettent d'obtenir des diplômes, qui permettent d'exercer. Ce sont deux volets. C'est pas du tout. Moi, je parlais plus du fait de trouver dans l'architecture des nouveautés, disons, comme quand on voit à la télé les grands immeubles japonais ou chinois qui se construisent avec beaucoup d'imagination. Est-ce qu'au niveau solidaire, on trouve de l'architecture qui peut naître
différemment que l'on la connaît pour l'instant. Oui, bien sûr. En gros, chaque fois qu'une problématique est posée, qu'un enjeu se pose, le rôle à la fois des politiques ou des techniciens ou des professionnels qui ont à intervenir sur une question qui là assurait effectivement la mixité sociale, l'habitat, le logement, amène à trouver des solutions qui peuvent être innovantes, qui peuvent être des nouvelles manières de vivre, d'organiser l'espace, la société, la ville. Et donc c'est au travers de projets qui vont poser des contraintes, c'est souvent les contraintes qui nous amènent à progresser et nous surpasser pour trouver des solutions, qu'on arrive à proposer des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières d'habiter. Très bien, je vous remercie.